Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. La gifle d'un chauffeur de bus de Annaba porté sur un petit enfant subsaharien a révolté une grande partie de la population et beaucoup ont dénoncé une grave dérive et l'imbécilité de certains comportements. Mais derrière cet acte se cache une réalité économique, sociale et politique que certains tiennent à dévoiler. J'inviterai donc mes deux invités, Ferhat Aïtali et Reda Tir, à nous dire le ressentiment à ce sujet brûlant. Ils nous diront aussi leurs réactions après les dernières mises en garde du FMI quant à la stratégie économique et financière de l'Algérie. Je les inviterai enfin à nous dévoiler le positionnement inquiétant de l'Algérie quant au degré d'ouverture économique du pays. Enfin, nous nous interrogerons avec eux sur le rôle de l'université publique dans la formation de nos dirigeants économiques et d'entreprises, tandis que l'université privée tarde, elle, à voir le jour. Retrouvons-les tout de suite. Ferhat Aïtali, Reda Tir, bonsoir, merci d'être là, de votre présence. Voilà, je voudrais commencer par ce sujet éminemment brûlant qui a fait beaucoup réagir sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et pourtant, vous, Ferhat Aïtali, vous y avez lu une autre lecture qu'il vous fallait aussi donner et que vous avez donnée sur votre page Facebook. Alors, je voudrais que vous me disiez quelques mots d'abord sur cet événement imbécile, je dirais, mais également sur la situation, la gestion par le pays de ce courant d'immigration. Bonjour, bonsoir. De toute façon, les réactions émotionnelles face à certains gestes ou à certains incidents qui peuvent se dérouler dans n'importe quelle société vis-à-vis de migrants ou de communautés précises entraînent un débat de fond plus apaisé juste après le passage du choc émotionnel, de la réaction émotionnelle. Il fallait de toute façon discuter de ce phénomène de migration massive de l'Afrique subsaharienne vers l'Algérie un jour ou l'autre de manière, je dirais, logique. Mais cette réaction sur les réseaux sociaux concernant la personne qui est à Annaba a commis quand même un acte vraiment imbécile, dont bien sûr les causes restent à définir maintenant, même s'il n'est pas excusable dans l'absolu. Ne doivent pas aussi cacher qu'on ne peut pas s'amuser à discuter de ce genre de problème sous l'angle du racisme. Nous, Algériens, sommes racistes ou ne le sont pas. Toutes les nations du monde peuvent avoir un vernis très humanitaire et très réceptif à tout le monde en période faste et avoir un autre vernis en période pratiquement de resserrement économique ou politique. C'est ce qui s'est passé avec nos migrants à nous dans les années 70-80 en Europe. Donc on ne va pas jeter la pierre à ce monsieur directement, on le considère comme une sorte de sous-humain qui a sali l'image de l'Algérie. Il existe un problème. Nous ne pouvons pas gérer une immigration massive et qui risque de partir en exponentielle si elle n'est pas jugulée, je ne dis pas régulée, mais jugulée par les autorités. Comment est-elle, selon vous, gérée aujourd'hui ? C'est une gestion erratique depuis le premier jour de l'apparition de ce phénomène en Algérie. Moi, je pense personnellement que cette forme de migration n'avait pas pour but d'assembler une certaine somme ou de servir d'Algérie comme tremplin vers l'Europe. Vous remarquerez que cette forme de migration ne cible pas des pays voisins qui sont beaucoup plus proches d'être des plateformes de migration vers l'Europe que l'Algérie. La logique voudrait que quelqu'un qui veuille aller en Espagne, il doit passer ou par la Tunisie ou par le Maroc, beaucoup plus proche l'un de l'Italie et l'autre de l'Espagne que l'Algérie. Cette migration, d'après ce que je constate, a pour but pratiquement de lever des fonds ici, d'utiliser pratiquement des familles entières qui n'ont pas pour vocation de chercher du travail ou de travailler, ni encore moins de lever des fonds pour continuer leur migration vers l'Europe. C'est pratiquement des tribus, avec femmes et enfants, spécialisés dans la mendicité, avec un positionnement dans les carrefours stratégiques, on dirait pratiquement étudié par un chef d'état-major, et à des fins qui restent à définir, et qui ne sont pas tout à fait sociales. Et vous êtes sûr de cela ? Je n'en suis pas sûr, mais ça en a tout l'air. Et je ne vais pas quand même m'amuser à le vérifier au détriment de l'avenir des enfants de ce pays. Reda Tir, vous partagez ce point de vue, vous vous interrogez un petit peu sur sur l'orientation de cette immigration, sur cette qualité d'immigration, sur on a beaucoup dit que bon, certains s'interrogent même sur la langue qu'ils utilisent, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni francophones ni anglophones. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire ?
Oui, moi je partage l'avis de Farhat, du moins partiellement, par rapport à la gestion anarchique de cette, en fait, de cette foule de migrants venus en Algérie depuis quelques années, depuis la guerre au Sahel, déclenchée en fait par les tribus au niveau de ce pays-là. C'est un pays qui est devenu déchiré. Maintenant, il y a une certaine reconstruction. Mais j'aimerais bien situer en fait la question de cette immigration dans le cadre légal. L'Algérie, donc, elle est en train d'œuvrer pour ne pas être un centre transit. En réalité, c'est ça qui dérange en fait les autorités algériennes et qui constitue en fait aussi le souhait de l'Europe. Comme l'Europe a considéré la Méditerranée comme un espace partagé de prospérité il y a une vingtaine d'années, tous les pays européens réunis cherchent à stopper cette immigration au niveau des pays comme l'Algérie, la Tunisie, de la rive sud de la Méditerranée. Mais toutes ces opérations ont un coût. Le coût, il y a un coût social, et ces gens-là, comme on est en train de débattre un peu les comportements sociaux déviants qui touchent à cette catégorie de population et qui sont qu'on ne peut pas écarter de la vie quotidienne des citoyens. Ils sont rares, oui, relativement, les cas déviants. Oui, ils sont rares. Il y a plus ou moins un Moi, je peux considérer la mendicité en famille à l'échelle industrielle, c'est un cas comme acte isolé. Mais en général, l'Algérie, je pense, a bien respecté un peu les conventions de Genève qui gèrent un peu la question des réfugiés, etc. Du point de vue économique, oui. Aujourd'hui, c'est un coût pour l'Algérie ou c'est un... Ah oui, c'est un fardeau. Ou est-ce que c'est un plus aussi, puisqu'on a vu beaucoup de personnes travailler dans le bâtiment? Non, il ne faudrait pas confondre, parce qu'il y a plusieurs formes d'immigration dans la même migration. Moi, je ne parle pas de tous les subsahariens. Les subsahariens, depuis les années 60, ils viennent en Algérie sous toute forme de statut, y compris le travail au noir. Ils n'ont jamais posé problème. Et ce genre de personnes, en général, viennent, c'est les hommes qui viennent en célibataire. Ils ne ramènent pas femmes et enfants avec eux. Et ils sont installés dans tous les recoins de l'Algérie. On les a même exploités des fois de manière éhontée, parce que la réglementation en Algérie ne permet même pas de régulariser un ouvrier qui cherche du travail. Si on lui octroie un travail, il est interdit de les employer, alors que normalement, la logique aurait été de les employer légalement pour les empêcher de dévier vers des emplois plus ou moins illégaux. Mais cette forme de migration, dans laquelle on reconnaît quand même pratiquement même la physionomie et les vêtements d'une communauté qui a démarré de chez elle avec les mêmes coutumes, probablement de régions limitrophes, que je ne pense pas être du Niger et du Mali seulement. Et il doit y en avoir du Nigeria, de certaines régions où on reconnaît que même les vêtements ne sont pas ceux de nos voisins directs. Même les coutumes, la vision du monde. Vous savez, il y a des tribus spécialisées dans la mendicité dans tous les pays du monde. Je pense que l'Algérie n'a pas pris au sérieux ce problème de migration en Algérie. Venus des pays subsahariens, il fallait faire des études par rapport à leur origine, par rapport à leur capacité, pourquoi ils sont là, quelle est la destination recherchée par eux, etc. Donc on s'est contenté donc à chercher en fait comment comment les prendre en charge dans des centres spécialisés comme ça pour éviter tout type de maladies transmissibles, etc. Leur fournir de la nourriture. Mais ils refusent parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer la mendicité. Ce qui est important dans la question, la région du Sahel a échappé totalement aux études des Algériens. Voilà. Vous partagez aussi ce qu'il disait il y a un instant et qu'il a encore écrit de manière plus précise sur son poste en disant que cette immigration avait peut-être d'autres objectifs que la mendicité que nous ne tarderons pas à voir en cas de dérapage sécuritaire. Oui, ça c'est le risque. C'est un risque imminent. En fait, cette communauté maintenant a tardé en Algérie. D'accord, mais vous pensez qu'il y a une manipulation extérieure ? Tout à fait.
parce que c'est quelque chose on de peut pas prouver ça directement, mais toujours dans l'intelligence stratégique des pays, il y a ce genre de manipulation des populations, des communautés, etc. Et il faut pousser une communauté d'aller dans un pays, avoir des racines là-bas sur place, et même penser à déstructurer les relations, le tissu relationnel, socio-économique, etc. Une communauté qui vit en marge de la société. Même quand on veut l'intégrer, elle ne vient pas pour s'intégrer, bien pour désintégrer ce qui reste de tissu social. Exact. Et je vous dis, quand j'ai écrit sur le volet sécuritaire, quand je vois dans un carrefour des petits mendiants, des grands mendiants, positionnés mieux que la police quand elle fait un bon barrage ou une embuscade, disant on dirait qu'il y a une formation pour se positionner de manière à ce que personne n'échappe à la masse. Je me dis que si il devait y avoir un dérapage sécuritaire qui s'implique dedans, ils sont presque préformés pour s'impliquer de manière efficace dans un dérapage. D'accord. S'il y aurait concertation, il y aurait alors complicité des Nations Unies, puisque le HCR réagit et envoie des... Le HCR s'occupe de réfugiés. Normalement, les réfugiés, ce n'est pas dans les carrefours des grandes villes qu'on les trouve. Il existe une législation internationale pour ce qui est du secours, de la protection et de la prise en charge des réfugiés. D'ailleurs, le HCR, il fait participer l'ONU au financement de camps de réfugiés. Et il est connu que tous les camps de réfugiés, quand il s'agit de conflits, limitrophes d'une zone de conflit, ne sont jamais à plus que quelques kilomètres de la frontière du pays. Les Syriens, les Harbou, le conflit en Turquie, ils ne sont pas allés faire des camps en Arménie, occidentale ou orientale. C'est juste à côté. Dans sa tête à lui, d'ailleurs, parce qu'il a fui un conflit, logiquement. On n'a pas fui l'odeur de son pays. Il ne faut pas confondre le réfugié politique, pour des raisons politiques mais individuelles, avec les migrations massives qui sont des réfugiés sécuritaires. Nos gouvernants, nos autorités seraient au courant, prennent en considération cette hypothèse. Et donc je suppose qu'ils réagissent. Certainement, la logique aurait voulu qu'ils réagissent en obligeant justement les puissances qui est plus ou moins mandatées en ce moment pour gérer les deux pays limitrophes. Je crois par exemple à un pays européen, pour ne pas le citer, la France, qui a ses troupes au Niger ou au Mali. Donc s'il y a des troupes là-bas, ces troupes-là ne sont pas étrangères à la stabilisation ou à la déstabilisation. Ils ne peuvent pas venir nous dire que ces gens ne doivent pas venir chez nous, mais ils ne doivent pas être reconduits chez eux, alors que chez eux, c'est lui qui est supposé maintenir un climat sécuritaire au nord du Mali, au nord du Niger. Les troupes françaises sont là-bas. La logique voudrait que ces vagues humaines soient au moins signalées quand elles démarrent. Mais manifestement, on dirait que quelqu'un veut que ces vagues arrivent ici sans qu'on ait ni la possibilité de les laisser aller continuer où elles veulent, ni la possibilité de les ramener d'où elles sont venues. Quand quelqu'un vous interdit de gérer un phénomène qui vous nuit chez vous, mais il vous interdit aussi de faire comme lui, disons de lâcher sur lui. Parce que s'ils sont censés partir en Europe, et en plus, il vient d'un pays que vous contrôlez vous-même. Voilà. Et c'est ça le drame. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils veulent que l'Algérie, la Méditerranée soit un espace partagé, mais ils veulent que l'Algérie soit toujours un gendarme vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne. Et on ne peut pas jouer ce jeu-là. Quelle est l'attitude aujourd'hui à avoir de la part du gouvernement? Personnellement, je ne suis pas contre l'installation de camps à quelques kilomètres très limités des frontières. Mais en demandant bien sûr aux Nations Unies, du moment qu'elles se sont impliquées, de mettre la main à la poche. Voilà. Surtout un échéancier de départ. Voilà. Il faut qu'ils reviennent à leur pays d'origine. De toute façon, ils ne vont pas venir. Le candidat des camps aux frontières. Comme on a le but final de l'opération, ce n'est pas de finir dans un camp. Parce qu'on a je doute, non. On dirait qu'il y a pratiquement une gigantesque entreprise qui ne dit pas son nom. Donc, qui il est intercepté aux frontières. Il est mené dans un camp. Contrôlé. Voilà. Mais lui, ça ne l'intéresse pas. La mission n'est pas d'aller dans un camp, c'est de faire autre chose. Donc, ça va tarir peut-être le flux. Autre organisation internationale qui s'intéresse à nous, à l'Algérie, et qui met en garde
après avoir vu un petit peu la nouvelle stratégie économique, financière du pays, l'avènement, la mise en marche, l'enclenchement de la planche à billets, prévient et met en garde en disant attention, vous allez droit vers des tensions, le risque est de voir de grandes tensions inflationnistes à moyen terme ou à court terme. Et voilà, alors est-ce que là, ils nous préviennent d'un chaos ou de moments difficiles? Est-ce qu'ils ont raison? Oui, si vous faites allusion donc au dernier rapport du FMI sur un peu les perspectives économiques de la région, et notamment de l'Algérie, c'est vrai. Maintenant, la planche à billets a atteint toutes ses limites en Algérie. Maintenant, avec les 5 700 milliards déjà émis à fin mars 2018, ça c'est en fait le bulletin de la Banque d'Algérie, pas celui de la FMI, du FMI. Maintenant, la dette publique a atteint plus de 23% du PIB, ce qui est dangereux pour un pays comme l'Algérie, qui ne produit rien, où la production elle est totalement faible, point de vue investissement. On est centré totalement sur le commerce extérieur. On demande aux gens de nous vendre leurs produits sans leur demander de les produire chez nous. Et il y a aussi une forte dépendance du prix du baril. Actuellement, le prix du baril est volatile. La production a tendance donc à diminuer. Et aussi, on ne peut pas atteindre les niveaux qu'on avait en 2008, par exemple, $143 pour assurer un équilibre budgétaire satisfaisant aux dépenses, pour couvrir en fait les dépenses publiques. L'Algérie restait totalement axée sur la dépense publique d'un côté, et surtout, elle ne cherche pas à diversifier son économie, axée tout sur l'investissement privé, un secteur privé fort, digne de ce nom, qui produit, qui innove, etc. Donc maintenant, on est vraiment à la croisée des chemins. Et le chaos est en perspective. Oui, le vrai risque. Et le drame, c'est pas par rapport au rapport du FMI, mais quels seraient les outputs de cette crise algérienne, point de vue économique? Il n'y a pas de vision stratégique, il n'y a pas de vision financière de ce pays. L'endettement est considéré comme un tabou en Algérie, l'endettement extérieur. Le partenariat public-privé, donc personne n'y pense. Donc toutes les solutions envisagées par le FMI en tant qu'organisation économique multilatérale sont déclinées en Algérie. Donc, où est-ce qu'on est par rapport donc, à cette situation? On a tous les indicateurs économiques maintenant pratiquement au rouge. Cette question des réserves de change qui ont atteint 94,2 milliards après avoir perdu en fait plus de 100 milliards pendant 5 ans. Ne sera plus aussi sécurisante qu'elle était auparavant. Voilà. On est en pleine dérive. Enfin, on a toujours dérivé, de toute façon, à la bonne étoile. Mais bon, cette fois-ci, c'est une dérive qui est évidente parce qu'un bateau, quand il est mal piloté, quand il va à la dérive, mais tant qu'il y a de gasoil pour la motorisation, on ne se rend pas compte qu'il s'est trompé de cap. Mais quand il commence à y avoir les effets de la panne, évidemment, une dérive qui se fait en latéral, elle apparaît beaucoup plus dramatique. Mais pour les médications et les rapports du FMI n'ont jamais changé en termes d'études des indicateurs. Ils font des perspectives sur 3 ans, avec 3 scénarios. Dont l'un catastrophe, c'est celui dont nous sommes en train de parler, un médian et un positif, disons, ce qu'ils estiment être le plus optimiste des variantes. Mais comme tous les ingrédients d'une catastrophe sont dans notre gestion et non pas dans les agrégats. Le problème, c'est que le FMI ne dit pas, c'est que comment sommes-nous arrivés là? Ce n'est pas par des politiques seulement, mais c'est par un acharnement à maintenir ces politiques et par aussi une composante humaine qui ne peut pas faire une autre politique. Il y a des cas précis, il y a des personnages précis qui sont quasiment incapables intellectuellement de faire une autre politique et mentalement, ils n'ont pas un penchant pour s'inscrire dans un système économique rationnel. Vous ne pouvez pas ramener, par exemple, un garde-chiour et en faire un banquier. Un gardien de prison, c'est un gardien de prison. Hein. Il peut faire un très très bon gardien de prison, mais ça traite au banca. Eh ben, personne ne sort, même le personnel est recadré. Donc c'est ces politiques-là qui nous ont menés là où nous en sommes. Maintenant, quelqu'un vient de découvrir la planche à billets. Manifestement, pour lui, c'est pas de l'endettement.
c'est une découverte de petits personnages malins. Maintenant, je ne vais plus tomber en panne. On dit l'imprimante. Parce que pour arriver à 5700 milliards, curieusement, il parlait de 570 milliards, le ministre des Finances. Donc, à cette époque-là, on disait non. Pour 2017, vous êtes parti pour au moins 2500 milliards. Kizbouna. Lyoum à 5700, quelqu'un a rajouté un zéro. Mais si on va comme ça jusqu'à la fin de l'année, on risque de passer, parce qu'il faudra quand même au moins émettre 1800 d'ici la fin de l'année. Et ces 1800 là, ça va nous faire passer à 7000. Donc en 2019, si nous imprimons, nous émettons en monnaie de singe l'équivalent du PIB de cette année, de 2020. Un PIB qui est pratiquement compensé par une masse monétaire dont 50% sera de la monnaie de singe, mais par rapport au PIB, c'est 100%, qui fait un déroul. Parce qu'il y a qu'un endettement, une dette publique, d'accord, mais une dette publique envers qui? C'est une blague, une dette publique en Europe. Il est strictement interdit. Il y a d'ailleurs même plus de banque centrale étatique. La Banque de France ne prête pas au gouvernement français. Il faut aller sur les places financières, emprunter chez les banques, comme n'importe quel parti. Mais il y a quelqu'un qui va chez la banque, avec une dette publique. Dans leur tête, ce n'est pas une dette publique. Parce que dans sa tête à lui, c'est un administratif, il n'a pas une formation d'économiste ou même de mathématicien. Dans sa tête à lui, la Banque d'Algérie, Trésor, c'est moi. La décision politique, c'est moi. Donc voilà, il a la dette. Il est capable de penser, il est téléphone, et la Banque d'Algérie, avec message. D'accord. Donc ça, c'est pour dangereux. vous, le changement, l'arrêt des dégâts ne peut passer que par le changement de la composante humaine. Particulièrement au niveau gouvernemental, c'est des méthodologies dans d'autres considérations systémiques. Mais un gouvernement, c'est une équipe, c'est comme une équipe de football. Donc, on a donc la FIFA ou la vestiaire ou la qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le gouvernement peut changer sans un changement systémique? Évidemment, on en a changé 3 ou 4 avec plus ou moins de chance ou de malchance en l'espace de 4 ans. Et donc, il y en a eu qui ont été meilleurs que d'autres? Il y en a qui ont été pires que d'autres. Voilà. Et présentement, on est devant un cas de figure, le pire du pire. Donc, il y a moyen de changer. Ne serait-ce que pour passer la mauvaise passe. C'est pas un ami à vous, Ahmed Ouihaya. Vous n'êtes un ami ni un ennemi, mais moi je constate sur le terrain, entre quelqu'un qui accepte d'écouter et qui ne va pas loin dans les errements, et quelqu'un qui considère ces errements comme étant un droit régalien acquis de par le poste, personne n'a osé émettre presque 6 000 milliards de dinars en présentant ça comme étant un droit acquis de par la position politique. Oui. Donc je complète ce que Farhat a dit. Cette quantité-là, qu'on appelait chez les anglo-saxons le easing, quantitative easing, en fait c'est l'assouplissement quantitatif. Maintenant j'appelle ça un durcissement quantitatif. On a forcé le budget de l'État. D'un côté, on a surtout plombé donc le bilan de la Banque d'Algérie dans sa partie actif, avec un certain nombre d'actifs qui sont, à mon avis, toxiques, d'où la dégradation de la qualité du dinar. Le dinar va subir plus donc de tensions dans les mois qui suivront. Ça, d'une part. D'autre part, la stratégie, l'Algérie n'a jamais eu, à mon avis, une stratégie économique claire. Une stratégie basée sur le renforcement des investissements et surtout une ouverture économique, pas une vraie fausse ouverture économique comme on l'a actuellement. Et surtout sortir plutôt de cette zone qu'on appelait la transition vers l'économie de marché. Ou on est dans l'économie de marché, économie libre, ou on est dans une économie centralement planifiée. Mais il n'y a pas une période de transition de ce genre. Pourquoi on en est là? Pourquoi on ne... Il y a un problème de compétence, de professionnalisation des instances, des administrations par exemple, qui élaborent la stratégie. Vous prenez n'importe quel département ministériel, il n'y a pas une logique de coordination, ni une logique d'innovation en matière de texte, par exemple, de stratégie, de mécanisme. On est resté tout le temps bloqué dans des mécanismes. Il y a un mécanisme aussi de sanction. Quand on ne réussit pas, partout dans le monde, on échoue et on démissionne. Qui a dit qu'ils ont échoué? Ça dépend maintenant du cahier de charge initial. Voilà. Si la partie qui les a nommés pour d'autres impératifs que ce qu'on pense être nos objectifs communs nationaux. Forcément, réussir l'échec est une forme de réussite. Puis il y a un autre problème, c'est que quand les échecs se multiplient,
on ne sait plus qui a échoué finalement. D'ailleurs, l'administration algérienne, il n'y a pas qu'en Algérie, d'ailleurs, dans tous les pays du tiers-monde, les dirigeants d'un secteur donné, malgré les efforts. Et quand il dit malgré, il ne veut pas reconnaître que c'est à cause de ces efforts qu'on en est là. Disons que tous les actes qu'il commet, qui mènent tout droit vers l'échec, il est capable d'essayer de convaincre les gens que tous ces actes-là, ils ont été débordés par un phénomène magique qui n'était même pas prévu dans l'esprit des gens. Alors qu'on leur dit, messieurs, ce cheminement mène à ce résultat. Vous ne pouvez pas aller très gros. Donc, mais le jour où non. Mais qui est malgré tout, malgré quoi une administration qui raisonne de manière discrétionnaire des textes, la fameuse LFC al-Khrahadi, où ils se sont arrogés la possibilité d'émettre des taux de taxation au droit de sauvegarde provisoire par voie discrétionnaire. Préalable. Donc, il y a des 30, des 60, des 70. À partir du moment où les impératifs d'une structure de gestion ou de gouvernance ne sont pas exactement les mêmes impératifs que ceux de la sauvegarde de l'économie du pays, toutes les catastrophes sont admises. Et donc le FMI a raison? Le FMI a raison dans l'absolu, mais il aurait pu avoir un peu plus raison si en 2008, 2010 jusqu'à 2013, il ne distribuait pas des satisfecits. Par contre, il y a une chose qui est pire quand il parle de dévaluation massive pour compenser l'écart, le gap entre le cours officiel et le cours des devises parallèles. Même si nous devions dévaluer le dinar au niveau des banques à 200, il n'y aura pas de compensation. Ce marché de la devise ne s'est pas créé par le fait d'un différentiel de coût que le dinar officiel doit rattraper par tous les moyens, il s'est créé par le fait d'un besoin d'accès à la devise qu'on ne peut assouvir que par le passage par l'informel. Le dinar Hadelioum, il est à 135 dinars l'euro, la banque, il y a 10 ans de ça, il était à 125 pesquar. Donc, en grimpant à 135, il n'a pas avalé le différentiel, il n'a fait que de pousser vers des sommets encore plus dangereux. Très bien, on se retrouve tout de suite pour parler du positionnement de l'Algérie en termes d'ouverture économique et d'universités publiques et privées. À tout de suite. Retour sur le plateau avec nos deux invités, Farhat Aitali et Reda Tir. Pour évoquer maintenant la situation, le positionnement toujours tragique, en tout cas dans certains classements. Et là, il s'agit d'un institut de recherche, un think tank londonien très écouté, qui classe l'Algérie en 116e position en termes d'ouverture économique et en 141e en termes de liberté individuelle. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, monsieur Tir? Généralement, les indices qui mesurent la prospérité sont connus. Il y a l'indice Gallup qui mesure un peu le bien-être social des citoyens pratiquement sur toute la planète. Et il y a un indice plus spécialisé, c'est l'indice Ligatum Prosperity Index. Et l'Algérie, malheureusement, classée 116e. C'est ce think tank dont il s'agit. Hein. Voilà. C'est un indice composite. Il est composé donc de 9 dimensions qui représentent un peu les différentes facettes du bien-être social. Hein. Il y a pratiquement la qualité économique, il y a le climat des affaires, la gouvernance, les libertés individuelles, le capital social, la sécurité, l'éducation, la santé et surtout l'environnement naturel. L'Algérie, malheureusement, classée 116e sur 149 pays étudiés. Et c'est un indice plus ou moins objectif parce qu'il tient compte en fait des statistiques fournies par les États eux-mêmes et puis des statistiques collectées à travers des sondages dans les différents pays. Par exemple, il y a quelques pays africains, l'île Maurice par exemple, l'Afrique du Sud sont bien classés, le Botswana sont beaucoup mieux que l'Algérie, dans les positions 34, 52, 63, etc. L'Algérie pratiquement arrive dans les dernières positions, que ce soit pour la région MENA, Middle East et Afrique du Nord, ou à l'échelle africaine.
juste un aperçu donc des pays qui sont forts par rapport aux dimensions. Il y a par exemple par rapport à la dimension, à la qualité économique, il y a la Suède. Par rapport au climat des affaires, ce sont les États-Unis qui sont classés premiers. En matière de gouvernance, il y a la Finlande. Vous trouvez que c'est justifié? Ce sont les Oui, États-Unis. par exemple la Finlande en matière de gouvernance. Moi, j'ai gardé un souvenir de ce pays. Il y a 20 ans, ils ont non seulement choisi un bon gouvernement, mais ils ont contractualisé la relation entre le ministre et le gouvernement. Donc c'est un contrat de performance basé sur des objectifs, etc. Ça c'est la Finlande. En termes donc de liberté individuelle, c'est la Nouvelle-Zélande. En termes de capital social, c'est l'Australie. J'ai vraiment justifié. Hein. Et en termes d'éducation, la Suisse. En termes dans le domaine de la santé, on a le Luxembourg. Et enfin, dans l'environnement naturel, la protection, c'est la Norvège. D'accord, mais est-ce que vous la avez Norvège arrive en premier par rapport mais est-ce qu'on a des exemples de pays qui seraient émergents, à titre comparatif, comme ça, dont on voit bien l'évolution salutaire? Oui, j'ai dit l'île Maurice en Afrique, j'ai dit l'Afrique du Sud aussi en Afrique. On a le Chili, par exemple, toute l'Amérique latine, 33, le Chili, il y a la Pologne oui, ce sont des pays qui évoluent régulièrement. Donc il y a toujours un progrès en matière de prospérité, il y a une forte lutte contre la pauvreté, il y a aussi une tendance vers le développement, ce qu'on appelle le développement inclusif, et surtout l'ouverture économique, c'est ce qui est important pour nous. L'Algérie, comme j'ai dit tout à l'heure, elle vit une vraie fausse ouverture économique. On a libéré le Pourquoi commerce. Une vraie force, voilà. On a libéré le commerce extérieur dans le début des années 70. D'ailleurs, à travers une clause de loi de finances complémentaire. On ne décrète jamais une société, on ne gère jamais une société par décret, comme disait Michel Crozier. Mais on est parti sur cette théorie dite de commerce industrialisant. On a voulu ouvrir tout le champ pour les compagnies étrangères, mais en contrepartie, on ne leur a pas demandé donc d'investir dans le pays. Donc, on voit ça manifestement dans l'accord d'association qui est chaotique pour l'Algérie. Les négociations avec l'OMC, la même chose, en longueur, sont totalement défaillantes. Et non seulement ça, l'Algérie a tout donné, comme par exemple la clause de la nation la plus favorisée dans les différents agreements qu'on a, ou les différents traités qu'on a avec les différents pays, traités que ce soit de non-double imposition, les traités bilatéraux d'investissement. Encore grave, l'Algérie a continué à signer, à chaque fois signe des documents. Maintenant, on a plus d'une cinquantaine de traités bilatéraux, multilatéraux, qui engagent que l'Algérie qui plombe l'Algérie dans son bilan d'engagement international. C'est toujours que l'incompétence ou c'est autre chose? Il y a la myopie de l'administration. La myopie, c'est une absence totale pratiquement. Bon, ça c'est lié à la compétence. Oui. Mais il n'y a pas autre vision. chose. Et surtout, l'administration, elle est instrumentalisée par le pouvoir politique. Ça, c'est dramatique en Algérie. On ne laisse pas l'administration travailler, bien sûr, en utilisant la compétence, la professionnalisation, et surtout, comme on l'a dit... Oui, mais quand c'est dans l'intérêt de pays qui nous font face dans ces contrats, oui. Est-ce qu'on peut s'interroger aussi sur d'autres choses? Il y a des finalités politiques. Des fois, on a fait un accord d'association avec l'Union européenne. On a fait des concessions économiques majeures et désastreuses, de toute façon, vu leur cheminement. Et à la fin du parcours, moyennant ce besoin à l'époque politique pour toutes les catégories de la gouvernance algérienne de rentrer dans les bonnes grâces du reste du monde après une guerre féroce en Aïa, un conflit dans lequel on était pratiquement des pestiférés. Certains ont tout fait de toute façon pour le faire passer pour des pestiférés. Il fallait retrouver sa place. Donc certains ont cru, d'une manière ou d'une autre, que c'était un bon sacrifice qu'on pourrait plus tard gérer. Mais d'autres aussi ont cru que c'était un bon cadeau pour se ménager une carrière politique avec l'assentiment du reste du monde. Disant que chacun est dans le plan initial. Il y avait des combines et dans la combine, il y a d'autres combines. C'est comme les bombes à fragmentation. Au bout du rouleau, on trouve même le petit fonctionnaire qui va pour négocier, se trouver son petit intérêt dans certaines clauses qu'il viendrait même discuter avec d'autres parties économiques à l'intérieur. Il y a une administration qui prétend, parce que nous ne sommes pas dans une économie centralisée, dirigiste dans les faits,
L'État n'approvisionne pas la société, ne prend pas en charge l'intégralité du circuit économique comme dans les années 70. Mais nous ne sommes pas dans une économie de marché. Si une administration décide de qui doit acheter quoi et où, comment et même quel est son nom, et sur des critères discrétionnaires qu'elle s'est choisie elle-même, on ne peut pas appeler ça une économie de marché. J'ai du jamais vu ailleurs. À la limite, elle pourrait revenir à l'ancien système, les monopoles d'État sur le commerce extérieur, où ils ont les années 80, où ils achetaient babord fromage. Comme ça, le fromage qui pourrissait avant même que la distribution ne commence. Mais aujourd'hui, que fait l'administration? Elle est en train de décider qui doit investir dans quel produit, qui doit importer quel produit, en quelle quantité, des contingents. Et vous savez, quand ce genre d'institut-là, pour eux, c'est une hérésie. Tout autant que pour nous, mais pour l'administration algérienne, c'est dans l'ordre des choses. Non, on va sur les intérêts du pays. Si nous sommes classés à la 116e, c'est que je pense qu'il y a un élément qui a dû leur échapper. Moi, personnellement, je n'ai pas vu pire. Bien sûr, j'enchaîne sur cette question d'ouverture. Au niveau africain, par exemple, il y a 8 communautés régionales économiques. L'Algérie fait partie donc du Maghreb arabe comme bloc régional. Mais toutes les transactions encore réussies n'ont pas atteint même pas les 3% des exportations qu'on connaît dans la région. Le reste des communautés au niveau d'Afrique, par exemple le SADC, l'ECOWAS, CEDEAO, etc., sont en train d'évoluer de manière terrible. Il y a des communautés qui ont réalisé un peu le passeport unique, il y a des communautés qui tendent vers la monnaie unique. L'export intra-communauté régionale a atteint plus de 18-20% entre les pays. Donc, c'est des pays qui font des transactions énormes entre eux. Et c'est extraordinaire. Nous ne réalisons que des transactions avec des pays limitrophes tels que la Tunisie. D'ailleurs, nous recevons, c'est-à-dire nous importons. Il n'y a pas assez d'exportation. Et surtout, le gros est fait avec l'Europe. Comme on l'a dit tout à l'heure, sous l'égide de l'accord d'association qui réalise de plus en plus des manques à gagner pour l'Algérie. D'accord. Mais alors toute cette dérive ne peut fonctionner que quand on est encore adossé à une manne pétrolière. Donc faut-il espérer que cette manne s'amenuise? De toute façon, elle est en train de s'amenuiser à vue d'œil. Les directeurs généraux de la Sonatrach ou les ministres de l'énergie ne disent jamais, quand ils parlent de nouvelles découvertes, quel est le taux de renouvellement des réserves en fonction de ces découvertes. Si nous avons maintenu 12 milliards de barils de réserves, je parle du pétrole, comme annonce officielle, ce n'est pas par effet de nouvelles découvertes, mais par effet d'amélioration du taux de récupération qui est une amélioration au niveau mondial. Il y a 20 ans, le taux de récupération primaire dans un gisement ne dépassait pas les 30. Aujourd'hui, il dépasse les 35%. Donc, et comme les gisements taïwanais étaient matures, cette capacité à récupérer de nouvelles quantités, c'est ce qui permet le renouvellement. Mais dans les faits, nos gros réservoirs matures, les seuls que nous avons qu'on peut considérer comme importants, Hassim Saoudi, Berkine pour le pétrole, pour le gaz Hasserman, ou Chouïa Touet, mais si jamais on se retrouve avec 100 pétrole, dans 10 ans, ça peut arriver. Pour le gaz, ça peut passer à 30 ans. On ne parle pas du gaz de schiste, parce que le gaz de schiste, il a chez nous, c'est une rente, ils peuvent oublier, ce n'est pas une rente, parce que les coûts de production, ils sont pratiquement des fois supérieurs au prix de vente sur le marché spot. Donc, je ne vois pas ce qu'ils attendent. Ils attendent donc, autant le laisser tranquille. Voilà. Mais maintenant, la rente pétrolière, à laquelle est adossée la médiocrité. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas beaucoup que même les cours du baril se limitent de manière à ce que la logique de ses limites finales, parce que ce n'est pas possible. Ils sont capables de prolonger l'agonie et d'augmenter la catastrophe, parce que plus on chemine dans le temps, plus ça devient irréversible. Même j'ai une équipe qui essaie de redresser la barre, c'est trop tard. Quand vous dites à quelqu'un vous allez sur les récifs, c'est une chose, mais quand vous êtes en plein dedans à cause de lui, il fallait déjà enlever ce genre de capitaine quand on était aux abords du récif. Mais maintenant qu'on est au beau milieu du récif. Il y a un sérieux problème d'attractivité du secteur au niveau international. Contrairement à ce qui est dit en général, l'Algérie elle est devenue un pays qui n'attire pas les pétroliers, les producteurs en général,
qui sont soumis à la loi sur les hydrocarbures, aussi dernièrement les compagnies de services. C'est un problème. Maintenant, si on cherche un appareil de forage, il n'y a que 1 ou 2 candidats qui vont venir pour soumissionner. Et c'est gravissime cette situation. Donc, d'où maintenant la nécessité d'aller vers plus d'ouverture en matière aussi d'hydrocarbures. Il ne reste plus rien. Pour attirer de la technologie, il faut aller vers les providers de cette technologie, les chercher. Mais je pense que ça, c'est en cours. Alors, ceci est difficile, même dramatique. Et ce qui est plus dramatique, c'est aussi quand, au niveau du système éducatif, et les choses déclinent là aussi, vous avez cette sensation aussi que sur le terrain de l'éducation, et ce qui va nous amener à parler d'université dans un instant, je ne pense pas que ça puisse être analysé de manière simpliste. Hein. Parce que quand nous avons un système éducatif qui quand même traite aujourd'hui de 13 millions de personnes, grosso modo. Oui, mais de quelle manière, en termes de qualité? Oui, mais on ne peut pas, dans aucun système éducatif au monde, avec aussi peu de moyens financiers, parce que contrairement à ce que les gens pensent, l'Algérie n'est pas un pays riche. Le budget de l'éducation nationale, qui est quand même de 7 milliards de dollars, pour 12 millions d'élèves, comparé à n'importe quel petit pays d'Europe, ce n'est pas un budget. Mais maintenant, il n'est pas question de budget. Ces gens-là, on les destine à quoi? Ces gosses, nos enfants, on les destine à quoi? Est-ce qu'on les destine à un système productiviste? Ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que nous avons les moyens aussi de les destiner à un système productiviste? Aujourd'hui, la nuée d'ingénieurs que nous formons, nous en formons des milliers, mais on va les employer où? Donc, on a mentalement l'immigration. D'accord. Donc là, quelle serait la bonne orientation au niveau universitaire? Non, de toute façon, toute orientation qui mène vers un poste rétribué sur budget public, sur fonds publics, c'est une catastrophe, c'est une calamité. Donc, il faudrait plus ou moins avoir un maximum de formation qui ne soit pas forcément universitaire, mais le moyen à telle université qui soit orientée vers les métiers de management, de marketing, mais aussi des métiers techniques qui permettent de faire de l'innovation et de faire opérer des process industriels ou agricoles. Mais même si nous ne pouvons pas leur offrir l'emploi désiré, qu'est-ce qu'on indexe ce genre de compétences? Les autres pays se les arrachent. Et l'immigration n'est pas un tabou. L'immigration, c'est un atout. Votre avis là-dessus, précisément? Par rapport au système éducatif, maintenant il y a une tendance mondiale vers le classement de système éducatif en système intelligent et système autre que système intelligent, on va dire. Le système intelligent, pour résumer, c'est un système qui se base sur un peu la connaissance, sur les métiers de base et puis les sciences fondamentales, telles que les mathématiques, la physique, etc. Tout le monde, maintenant, à partir de donc, les 3 cycles le vrai problème en Algérie, il y a un problème déjà de forme. Tout le système est fragmenté. C'est-à-dire, on a un ministre pour l'éducation nationale, un ministre pour la formation professionnelle et un ministre pour l'enseignement supérieur. Dans la majorité des pays, c'est un seul secteur. C'est-à-dire pour assurer une certaine synergie entre les différents cycles, en termes d'input et en termes d'output aussi, en termes de résultats, donc de productivité de l'élève ou de l'étudiant, etc. Un système intelligent qui utilise plus actuellement en vogue, c'est l'intelligence artificielle. Un dernier rapport publié en France, d'ailleurs par un médaillé Field, Cédric Villani, et qui encourage la France à aller adopter l'intelligence artificielle comme élément de base par rapport à toutes les politiques de santé, d'éducation nationale, de défense, de sécurité. C'est important. Avoir une valeur comme la recherche fondamentale autour de l'intelligence artificielle pour assurer cette passerelle entre l'enseignement supérieur et l'industrie, d'une part, et surtout avoir une recherche agile et diffusante. Ça, c'est important pour l'Algérie aussi. Maintenant, on vit vraiment un gap entre les deux secteurs, secteur de l'enseignement supérieur, secteur de l'industrie. Et personne ne fait appel à l'autre. Et c'est dramatique. On est pratiquement parmi les derniers pays à faire appel aux chercheurs, par exemple, pour des questions d'intelligence stratégique d'un pays. L'université privée, dont on a beaucoup parlé, qui tarde à venir, est-ce qu'elle pourrait apporter quelque chose, ou vous doutez aussi là-dessus? Tout débat autour du sujet pareil me paraît un peu vraiment hâtif et surtout à l'état embryonnaire. Pourquoi?
On ne peut pas créer des universités privées à l'image de ce que pensent actuellement les responsables. Universités privées, on doit ramener des universités privées étrangères de renom, comme a fait le Qatar par exemple, tous les pays du Golfe. On a ramené les universités phares du monde entier, la Sorbonne par exemple, le MIT, le Harvard, etc., qui ont mis en place des universités locales avec des procédés, par exemple, américains, canadiens, français, etc. C'est ce qui est important en matière de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas l'infrastructure, ce ne sont pas les chaises ou les tables qui font l'université. C'est un peu l'état d'esprit qui accompagne la création de l'université. Sur ce point de vue? Sur ce point de vue, moi je pense que ce n'est pas une question entre le privé et le public, parce que moi personnellement, même pour le public, l'université gratuite, je pense qu'elle a fait 100 ans, et qu'il faudrait peut-être donner des bourses aux élèves les plus méritants, les plus méritants aux États-Unis d'Amérique, c'est la performance. Ce n'est pas la nécessité. Et les nécessiteux? Mais les nécessiteux, s'ils sont méritants, alors ceux-là, ils sont vraiment bien pris en charge. Mais s'ils ne sont pas méritants, le fait d'être nécessiteux n'est pas un label. Les universités qui font semblant de former des millions de gens sans leur offrir un avenir, mais aussi en noyant les perles rares qui s'y trouvent dans un océan de gens pratiquement qu'on rattrape, faute de pouvoir les caser ailleurs. Quand vous me dites, moi, des facs, qui m'a la fac de droit, le droit c'est le sommet de la pyramide de la morale d'une nation. C'est de moyenne. Moi, j'ai de moyenne, mais je vous le 11. Vous pensez que ce genre d'université, ça... Oui, il y a un sérieux problème donc, de cette adéquation formation-emploi. Donc les gens se plaignent un peu de la rareté des ressources en main-d'œuvre, mais ils trouvent des étudiants qui n'ont pas des profils correspondants. Ça, c'est important. Aussi, il y a cette question de ce que j'appelle, moi, c'est la fonction hôtelière de l'enseignement supérieur. Maintenant, le secteur consomme plus de subventions de l'État sans retour sur investissement, en fait. Maintenant, il faut penser donc à alléger un peu ce système de subvention, parce que d'ailleurs, un étudiant coûte, selon les propos du ministre de l'enseignement supérieur, 700 000 dinars annuellement. Donc c'est en fait la moitié du budget de l'enseignement supérieur qui part en œuvre universitaire. Maintenant, il faut rationaliser le budget, et surtout, comme a dit Farhat, il faut repenser ce système d'incitation. C'est un problème d'incitation économique. Combien nous avons d'étudiants actuellement? 1 million et quelques. 1 million 100 000. De toute façon, c'est un cycle, parce qu'à un moment donné, ça influe, même sur les passages, les modules. Il y a des rachats qui se font juste pour pousser la première vague et la deuxième vague. Ils sont terrorisés, les ministres, par le bac qui était aux 400 000 bacheliers. C'est un problème pour prendre en charge tout ce beau monde, surtout s'il y a beaucoup de retard dans des niveaux supérieurs. Alors un mot encore, quand j'observe les composantes gouvernementales ou les hauts cadres dans des pays voisins, par exemple le Maroc, la Tunisie, on observe que souvent ils ont été, pour la plupart, formés à l'étranger dans de grandes universités, dans de grandes écoles, ce qui n'est pas, qui est rarement le cas chez nous. Un mot là-dessus. Maintenant, débattre du profil des dirigeants, moi, ça me rappelle une thèse d'un professeur à moi, M. Taïeb Saïd, qui a fait une thèse en Montpellier en 1985, c'était sur les cadres de la nation. Les cadres de la nation, à l'époque, un échantillon de 3000 anciens ministres, secrétaires généraux de ministères, etc. Il y avait même un haut pourcentage de personnes sans profil, sans formation de base. Vous voyez, d'ailleurs, ça n'a pas changé depuis cette date-là. À l'étranger, pourquoi? Pourquoi ça fonctionne avec des gens formés à l'étranger? Surtout là, pour l'aspect technique. Hein, non, pour alimenter tout un système structuré qu'on appelle le système d'intelligence économique et stratégique. Oui. C'est des systèmes qui partent du Premier ministre, par exemple au Japon, le Premier ministre, le ministère de l'Industrie, aux États-Unis de la Maison Blanche, avec toutes ces composantes internes, sécurité, guerre, etc., économie, avec un conseil, comme on a le cas aujourd'hui, Conseil économique et social en Algérie, il y a à l'intérieur de la Maison Blanche un conseil qui héberge pratiquement tous les prix Nobel d'économie à l'intérieur, qui décide pour le Premier ministre. Finalement, le Premier ministre ou le Président ne traite pas un fichier Excel.
il dit oui ou non, c'est-à-dire une vraie pyramide décisionnelle qui se termine au niveau de la personne intelligente. La réponse, de mon point de vue, elle est plus prosaïque, parce que là, on a laissé se développer, s'agréger une corporation qui est les administratifs, et particulièrement de certaines écoles précises, école des impôts, EAMA, ou peut-être que ma France, hein. Le syndrome qu'il a laissé se développer une caste, une supposée caste, même c'est devenu une secte. Maintenant, il est difficile d'intégrer un cadre de valeur ou pas de valeur venu d'ailleurs, s'il ne l'aurait pas imposé par une autorité qui les dépasse, il n'y a aucune chance qu'il puisse s'intégrer dans... C'est comme pour le football. On voit, c'est une grande entreprise, l'équipe nationale. On va chercher des cadres entraîneurs à l'étranger. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça aussi pour nos grandes entreprises, et publiques et privées? Le vrai risque actuellement, il y a un risque qu'on peut pas, qu'on peut ne pas trouver ces gens-là. Maintenant, l'équipe nationale, elle est en train de courir derrière un entraîneur, mais... Oui, mais bon, perdre une coupe ou même un passage à une compétition internationale, ça ne change rien, ça joue un petit peu sur le moral des jeunes. Mais si on devait ramener le mauvais entraîneur dans une entreprise comme la Sonatrach, on est mal barré. Déjà que les entraîneurs locaux, ils sont pas fameux. Vous dites, un aventurier d'ailleurs, ça ne vaut pas le coup. Messieurs, je vous remercie. Reda Tir, professeur d'économie à l'université, et monsieur Farhat Aitali, analyste financier et chef d'entreprise. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous dis à vendredi prochain.